Merci beaucoup. Merci Hélène, merci Aurélien pour cette invitation à parler de quand et comment prélever les patients neurologiques suspects d'infections respiratoires et pour quel impact sur le traitement. C'est une question difficile et vous verrez que je vais essentiellement donner des pistes, mais je ne vais pas pouvoir répondre de manière tranchée. Voici mes liens d'intérêt. Et je vais commencer tout d'abord par rappeler que quand on parle d'infection respiratoire basse, on parle d'un certain nombre de situations qui peuvent être très différentes les unes des autres, mais qui partagent toutes, on l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises, le fait qu'il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique. C'est fréquent, c'est potentiellement grave, c'est associé à des dépenses de santé qui peuvent être très importantes, et puis, et surtout, c'est un élément important de la maîtrise du risque infectieux et de la gestion de la résistance aux antibiotiques. Et ça s'inscrit donc pleinement dans la stratégie nationale de prévention et de contrôle de l'infection et de bon usage des antibiotiques, et ce qu'il s'agisse des infections développées dans la communauté ou des infections associées aux soins, et quel que soit le secteur de l'offre de soins. Pour les soignants que nous sommes, les enjeux sont très nombreux. À quelle échelle on s'interroge, individuelle, collective? Quel diagnostic clinique, microbiologique? Quel traitement anti-infectieux instaurer? Comment évaluer la réponse au traitement? Pour quel impact? Et puis, quelles mesures de prévention? Et à chaque fois, Yacine en a parlé un peu, et puis on en a parlé aussi ce matin, l'estimation très importante du rapport bénéfice-risque, de la stratégie de diagnostic, de traitement et de prévention qu'on va proposer aux patients. Pour les patients neurologiques, est-ce que c'est différent? La réponse est évidemment non. L'infection respiratoire basse, c'est l'une des principales causes d'infection et l'une des principales causes d'infection nosocomiale. Et c'est une cause importante, en tout cas c'est associé à une morbidité très importante en termes de durée de séjour, de parcours de soins plus ou moins complexes et de surrisque de mortalité par rapport à une population non neurologique. Et puis il y a des particularités, Yacine en a parlé, d'abord liées à la pathologie neurologique à laquelle on s'intéresse. C'est probablement pas la même chose de développer une pneumonie au cours d'une maladie neurologique aiguë que dans le cadre d'une maladie neurologique chronique qui va s'aggraver de manière aiguë. Il faut tenir compte des caractéristiques du patient et en particulier de toute la sphère ORL, des troubles de la déglutition et de l'altération des capacités de toux. Et je crois qu'on aborde ces deux points tout à l'heure. Il y a un certain nombre de conditions favorisant le développement d'une pneumonie et d'une pneumonie éventuellement à germe résistant. Et puis il y a le statut fonctionnel, nutritionnel, humain du patient, et puis toute la toile de fond du patient, les autres comorbidités, notamment le diabète et éventuellement la BPCO. Il y a aussi des questions autour du diagnostic clinique d'infection respiratoire basse. Et moi, je n'ai pas trouvé de critères diagnostiques très cadrés dans la littérature. Alors, on parle de pneumonie, mais on ne sait pas bien de quoi on parle et les terminologies sont très diverses. Et puis, il y a toute la question de l'environnement et de l'écologie microbienne, et en particulier de l'exposition préalable aux antibiotiques, des hospitalisations antérieures et de la colonisation bactérienne. Tant et si bien que c'est un peu compliqué finalement de bien définir le cadre nosologique dans lequel on se place face à un patient donné, sauf peut-être au cours de certaines affections neurologiques comme l'accident vasculaire cérébral, où un consensus d'experts avait proposé de distinguer la pneumonie communautaire quand elle survient avant le 7e jour de la pneumonie acquise à l'hôpital ou sous ventilation mécanique au-delà du 7e ou quand il y a le recours à une ventilation mécanique. Mais il y a d'autres situations et beaucoup d'autres situations neurologiques qui font que je crois que c'est vraiment compliqué de définir le cadre nosologique de ces patients. Quel spectre microbien pour ces infections respiratoires basses? C'est vrai que quand on regarde globalement les données de la littérature sur des études descriptives
observationnelles d'AVC, d'hémorragie sous-arachnoïdienne, de traumatisme cérébral. On a un spectre microbien qui pourrait être proche de celui qu'on décrit au cours de la pneumonie communautaire, avec une prévalence peut-être importante, plus importante de bacilles gram-négatifs. Et puis vous voyez les fameuses anaérobies dont on ne sait pas bien ce qu'il faut faire. En réalité, quand on regarde précisément ce spectre microbien, on se rend compte, alors la diapo est peut-être un peu illisible, mais elle est vraiment intéressante, qu'il y a une prévalence tout à fait importante et parfois très importante de la résistance, surtout donc bacilles gram-négatifs résistants aux antibiotiques et puis staphylocoque doré résistant à la méticilline, alors à des proportions qui vont être plus ou moins importantes selon le type de pathologie neurologique. Et vous voyez par exemple que dans cette étude de Begui qui avait été publiée en 2018, moi j'étais extrêmement étonnée de voir le taux de pneumonie à bacilles résistants aux antibiotiques, puisque ça atteignait 75%, ce qui paraît un peu beaucoup. Mais donc une prévalence de la résistance importante et un certain nombre de facteurs de risque et de situations de risque, à risque de BMR, qui sont des facteurs liés aux patients, avec des facteurs de risque décrits dans la littérature, l'âge, le diabète, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la dénutrition, des critères dits de healthcare associated pneumonia, c'est-à-dire on a abandonné, vous savez, cette terminologie, mais derrière, il y a des choses qui nous parlent, l'exposition aux antibiotiques, l'hospitalisation antérieure, le fait de résider dans des résidences médicalisées, c'est pas des maisons de retraite non médicalisées, la pathologie neurologique en question et puis les modalités de prise en charge. Et quand on regarde la littérature non neurologique, vous voyez qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque que l'on retrouve indépendamment de l'existence d'une maladie neurologique aiguë ou chronique. Alors, si on revient à la question posée, quand et comment prélever et pour quel impact sur le traitement, eh ben, moi, je ne savais pas bien répondre, enfin même pas du tout répondre. Je n'ai pas trouvé de réponse dans la littérature et je me suis dit, écoute Muriel, qu'est-ce que tu ferais si on te posait la question dans le cadre de la pneumonie communautaire ? Et donc, je me suis dit, on va partir de là et puis on va voir si on peut appliquer un certain nombre de recommandations ou de bonnes pratiques par rapport à ce qu'on connaît de la PAC pour pneumonie aiguë communautaire, pardon du raccourci. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de recommandations, dont des recommandations françaises récentes, qui ont été émises, entre autres, portées par la SPILF, co-portées par la SPILF et la SPLF récemment, qui donc préconise l'administration dans les meilleurs délais d'une antibiothérapie probabiliste, qui est fondée sur des probabilités étiologiques qui découlent de ce que l'on connaît en termes d'épidémiologie et qui découlent des facteurs de risque du patient. Et on investigue, on réalise des investigations à visée étiologique que dans certains cas, quand il existe des critères de gravité, donc en pratique pour les patients de réanimation, ça a toujours été vrai, quand il existe certaines comorbidités, notamment la maladie cérébrovasculaire, et puis de façon plus récente, quand il existe des facteurs de risque de résistance aux antibiotiques pour tous les patients hospitalisés. Ce sont les recommandations nord-américaines. Et quand on lit les recommandations françaises les plus récentes, on a aussi cette notion de tenir compte de la résistance aux antibiotiques et peut-être d'avoir des stratégies de diagnostic et de traitement qui soient plus particulières, avec une nécessaire évaluation à 48-72 heures. Est-ce qu'on a des données pour dire c'est mieux d'avoir un examen des crachats ou c'est mieux de faire une fibroscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire? La réponse est non. Moi, j'ai pas de données qui privilégient le CBC par rapport aux produits de lavage broncho-alvéolaire dans le cadre de la pneumonie communautaire, sous réserve que les prélèvements soient de bonne qualité. Est-ce qu'on a des données concernant le rapport bénéfice-risque de réaliser une investigation microbiologique ou de ne pas le faire? Oui, plutôt en réanimation, et oui, dans des pathologies particulières, comme dans le cadre de l'oncohématologie, où il est très clairement démontré que tout retard lié à l'imprécision diagnostique et tout retard à l'investigation diagnostique et à ses résultats
est associé à un plus mauvais pronostic, au prix de complications qu'il faut accepter, entre guillemets, quand on réalise une fibroscopie bronchique et un lavage broncho-alvéolaire de l'ordre de 10 à 15% des cas. Et c'est pour ça que si on décide de réaliser une fibroscopie bronchique, il faut impérativement qu'elle soit réalisée dans un environnement sécurisé, par un opérateur expérimenté, en prenant des techniques issues de l'anesthésie, comme la sédation vigile, et en optimisant l'oxygénation des patients. Là, on parle de fibroscopie bronchique réalisée en ventilation spontanée. On ne parle pas des malades intubés ventilés en réanimation. Et un certain nombre de données donc, montrent que si la fibroscopie est réalisée dans ces conditions-là, eh bien, on a de la documentation microbiologique et de l'impact thérapeutique et pronostique important dans plus de la moitié des cas, avec des complications qui restent relativement acceptables entre 5 et 15% des cas. Est-ce qu'il y a un impact à documenter? Ça rejoint un peu ce que disait Yacine pour les anaérobies. Globalement, ce n'est pas certain, sauf peut-être en réanimation, sur le plan thérapeutique. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est que la réalisation de la désescalade et du ciblage n'est réalisée que dans 5 à 40% des cas. C'est-à-dire que les médecins ne tiennent pas compte des résultats de la documentation microbiologique avec les tests diagnostiques conventionnels. Est-ce qu'il y a un impact pronostic à réaliser la désescalade et le ciblage? Il n'y a aucune étude qui démontre ça avec les tests diagnostiques conventionnels que je vous ai rappelés, l'hémoculture, l'examen des crachats, les antigénuries, légions et pneumocoques. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de à quoi ça sert de documenter microbiologiquement une pneumonie communautaire en dehors de situations, de critères de gravité, de comorbidités particulières ou de facteurs de risque de résistance aux antibiotiques. Hélène, tu me dis si je respecte le temps ou pas, parce que j'ai pas d'heure. Et c'est pour ça que il y a un certain nombre, vous savez, de recherches qui ont été conduites en se disant il faut qu'on améliore la documentation microbiologique et peut-être que si on documente mieux, eh bien on fera mieux, on gérera mieux les anti-infectieux avec les tests diagnostiques de nouvelle génération, les PCR multiplex, à panel respiratoire élargi, où il y a maintenant de la littérature bien fournie, dans le domaine de la pneumonie communautaire, la CAP, mais aussi dans le domaine de la pneumonie acquise à l'hôpital ou sous ventilation mécanique. Et ces études suggèrent très fortement, montrent une optimisation de l'usage des antibiotiques en matière d'antibiothérapie ciblée précocement sur le pathogène, comparativement à des stratégies de prise en charge habituelles, et suggèrent une réduction de l'exposition ou de la durée d'exposition aux antibiotiques, mais aucune ne démontre un quelconque impact pronostique, ni en délai d'obtention de la stabilité clinique, ni en durée de séjour, ni en mortalité, ni en taux de complications à type de surinfection nosocomiale. Donc on diagnostique mieux, on utilise probablement mieux les antibiotiques, mais on ne modifie pas le pronostic des patients. Et donc les dernières recommandations françaises, et si je les ai bien comprises, et européennes, suggèrent d'utiliser la PCR multiplex au cours de la pneumonie communautaire, quand il existe des critères de gravité, choc septique ou SDRA, ou quand il existe des facteurs de risque de résistance, avec la réalisation d'une PCR multiplex à panel élargi, avec pour un ajustement précoce, donc pour l'identification du micro-organisme et l'ajustement précoce de l'antibiothérapie, en ajustant secondairement sur la base des résultats des tests diagnostiques conventionnels. Donc on ne dit pas qu'on oublie, on ne dit jamais qu'on oublie les tests diagnostiques conventionnels, il faut absolument les maintenir, mais on fait probablement mieux en termes d'usage, de bon usage, en intégrant la PCR multiplex quand il y a de la gravité ou des facteurs de risque de résistance. Bon voilà, donc est-ce que j'ai répondu à la question en partie dans le cadre de la pneumonie communautaire
en population générale. Si on revient maintenant à la question posée chez le patient neurologique, comment est-ce qu'on peut proposer des algorithmes et quelles sont les propositions? J'ai pas eu le temps, mais évidemment, ça rentre en ligne de compte. Il faut tout d'abord estimer le rapport bénéfice-risque de la stratégie que l'on va proposer, en partant de la probabilité clinique pré-test, des alternatives diagnostiques éventuelles, et en se disant qu'est-ce que je risque en termes de sélection de bactéries résistantes à mettre une antibiothérapie très large, ou qu'est-ce que je risque en termes de retard à l'administration de l'antibiothérapie. Il faut distinguer les situations, critères de gravité, facteurs de risque de résistance et pathologie neurologique. Et moi, je défends chez ces patients l'obtention d'un diagnostic microbiologique du fait de la difficulté à bien catégoriser le cadre nosologique de l'infection. Alors c'est facile quand il y a une sonde d'intubation ou une sonde de trachéotomie, parce qu'on va pouvoir prélever facilement, mais dans toutes les autres situations, il faut voir comment on peut optimiser le fait d'obtenir des sécrétions des prélèvements respiratoires par des manœuvres éventuellement, on pourra peut-être en discuter, comme le cough assist ou des manœuvres de désencombrement. Et puis, il faut intégrer l'écologie microbienne dans notre réflexion. Il en a bien parlé, et je ne saurais pas mieux le faire que toi, sur l'écologie, donc l'environnement, la géographie. Donc, il faut tenir compte de ce qu'il y a dans notre hôpital, dans notre unité, et aussi de la colonisation antérieure du patient. Et puis, il y a tout ce qui concerne la prévention dont on n'a pas le temps de parler. Et donc, moi, je ne parlerai plus de pneumonie communautaire ou noso, mais plutôt de pneumonie à risque de BMR sans critères de gravité, où je crois qu'on peut faire comme dans le cadre de la PAC. Ça me paraît plutôt acceptable. Et des situations à risque de BMR ou avec des critères de gravité. Et à ce moment-là, je crois qu'il est raisonnable de proposer à côté des prélèvements des sécrétions respiratoires, la réalisation d'une PCR multiplex, l'administration d'une antibiothérapie large et ensuite la désescalade, l'adaptation précoce sur le résultat des tests PCR multiplex et l'adaptation secondaire sur les résultats de la culture à 24 et 48 heures et sur les résultats de l'examen direct avant même la culture. J'ai mis en plus, et je ne sais pas, mais c'était intéressant de rappeler que, je ne sais pas, d'abord, c'est une proposition, on est en dehors des clous réglementaires de l'utilisation de la PCR multiplex. L'intérêt de réaliser une PCR multiplex sur les sécrétions oraux ou nasopharyngées chez les patients colonisés antérieurement, notamment à BLSE, puisqu'il y a une étude de Kevan Razazi et collaborateurs des gens de Mondor qui suggère que la valeur prédictive négative dans ce cadre-là d'une PCR multiplex pour les BLSE est extrêmement forte, puisqu'elle est de 100%, et elle permet éventuellement de réfléchir à l'épargne d'un traitement anti-BLSE. Et donc ça, c'est à évaluer de manière prospective dans une étude éventuellement interventionnelle. Et puis pour le SARM, ça peut être intéressant. Et ensuite, on n'a pas le temps d'en parler là, mais finalement, tenir compte des résultats de la PCR en fonction du micro-organisme identifié, du mécanisme de résistance, et proposer des antibiothérapies adaptées. Il n'y a pas une recette, et donc il faut essayer d'aller vers de la médecine individualisée. Voilà, pour conclure. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était une question fort difficile. Ce que l'on peut dire chez ces patients neurologiques qui développent ou qui sont suspects d'une infection respiratoire basse, c'est que c'est fréquent, c'est grave et c'est très hétérogène. Il faut proposer des algorithmes de prise en charge qui intègrent la suspicion clinique, les délais et les circonstances de survenue de l'infection, c'est vrai, mais surtout les facteurs de risque de résistance et la colonisation. Il faut réévaluer ce qu'on fait. Et il faut s'appuyer sur les collègues, en particulier les équipes référentes en antibiothérapie et l'hygiène hospitalière. Et puis la prévention, on n'a pas eu le temps d'en parler, évidemment. Il y a beaucoup, je crois, de recherches cliniques à faire. C'est maintenant qu'il faut le faire pour bien définir le cadre nosologique de ces infections respiratoires chez ces patients, pour bien décrire l'épidémiologie. Franchement, ce sont des études observationnelles. On a très peu d'informations dans la littérature, je trouve.
Il faut travailler autour du diagnostic clinique et microbiologique. Et je crois qu'il y a une vraie place des tests moléculaires dans cette population-là. Et puis évaluer ce qu'on fait en termes de bon usage et de maîtrise de la résistance. Voilà. Il y a plein de choses dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup Muriel. On a encore plus de questions presque après qu'avant. C'est ce qui montre que c'est un champ de perspective très grand. Elle est trop dure cette question en fait. Ouais. Moi j'ai une question sur peut-être un peu farfelu, tu vas me dire, sur le dentisterie chez ces malades-là. En pratique, on va avoir probablement chez des patients qui font des infections à répétition, qui ont des troubles de déglutition, pour ceux qui vont avoir des maladies neurologiques qui vont être non réversibles, qui vont durer dans le temps. Est-ce qu'il existe des données sur la plaque dentaire de ces malades et les pneumonies? Et est-ce qu'il existe surtout des données pour dire si on s'occupe des dents de ces malades-là, il faut moins d'infections pulmonaires? Ouais, c'est une très bonne. Alors, moi, comme ça, je vais te répondre oui. Enfin, il faut absolument s'occuper des dents de ces patients, c'est une évidence. J'ai pas cherché la littérature en neurologie, mais par contre, il y a des données, tu sais, en soins critiques plutôt chirurgicaux, dans toute la littérature de chirurgie cardiaque et l'importance de traiter la plaque dentaire, de soigner les dents de ces malades pour éviter la survenue d'infections post-opératoires cardio-chirurgicales. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire il faut absolument avoir le même type d'intervention sur les dents et la dentisterie des patients. Ouais. C'est une très bonne suggestion, absolument. Moi, si je peux rajouter, ce d'autant qu'on sait que ces patients sont quand même dans de grandes difficultés pour avoir l'accès à des traitements dentaires, une prise en charge dentaire de bonne qualité, hein, du fait des problèmes d'accessibilité pour un grand nombre d'entre eux. Donc, très probablement, c'est une question qui est peu connue et sous-estimée. Très pertinent, très pertinent, absolument. Moi, j'aurais une question aussi, parce que finalement, est-ce que le nœud du problème aussi pour avoir dans l'algorithme, c'est comment on identifie les facteurs de risque de bactéries multirésistantes, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même, c'est des patients qui ont des parcours émaillés par de nombreux types de complications infectieuses. On a vu la peau ce matin, les urines hier, avec des antibiothérapies qui sont mises en place. Et donc, alors je sais que la question est hyper difficile, mais finalement, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait qu'on travaille, c'est-à-dire d'avoir des modalités d'identification desquels devraient être prélevés, non? Si. Ben, je l'ai marqué dans les perspectives. La dernière diapo, je pense qu'il faut travailler. Il faut juste décrire de manière prospective et recueillir les infections documentées, prendre les caractéristiques des patients, des interventions éventuelles, etc., enfin des modalités de prise en charge thérapeutique, et essayer d'identifier des facteurs de risque propres à cette population de résistance ou les situations à risque de résistance aux antibiotiques. Parce que si on prend... Alors, quand même, il y a les données autour de la pneumonie à germes résistants hospitalisés, de Shindo, là, que j'ai cité, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein de caractéristiques qui se recoupent avec les caractéristiques des patients neurologiques. Par exemple, le statut nutritionnel, le fait d'être peu autonome, l'exposition aux anti-infectieux dans les 90 jours et les hospitalisations préalables. Donc ça, c'est sans doute des facteurs de risque forts, mais il y a peut-être des choses plus granulaires à aller chercher. Et pour moi, c'est pas clair, mais je suis convaincue que le poids de la pathologie neurologique doit intervenir. C'est probablement... Enfin voilà, je peux pas imaginer qu'il y a un grand paquet malades neurologiques et puis ils ont tous les mêmes facteurs de risque. Je crois que ce serait une erreur. Mais oui, il faut absolument travailler là-dessus. Hein.